Euh, Bienvenue à tous. C'est le deuxième épisode des jeudis de pédiatrie. Je remercie encore Dr Zineb Draoui, Dr Omar Derbouti pour les efforts qu'ils fournissent, pour le soutien et pour le partage d'informations que nous allons faire tous ensemble. Je remercie tous ceux qui sont présents, qui ont pris leur temps pour apprendre, parce que c'est ce qui est le plus important, c'est apprendre, et pas que, apprendre en s'amusant, en apprendre dans la bienveillance en s'expérimentant, en challengeant son esprit et à travers le jeu. On va attendre juste quelques secondes peut-être pour pour lancer le deuxième épisode. Là aussi, c'est un caout. Nous avons vu l'évaluation en général de l'enfant quand on le reçoit, que ce soit aux urgences pédiatriques, mais en consultation générale. La première des choses à faire, c'est évaluer est-ce qu'il y a un danger, est-ce qu'il n'y a pas un danger pour le patient. Et par la suite, on va aller plus doucement quand le patient est stable. Et voilà. Donc, nous avons fait l'approche, le triangle d'évaluation pédiatrique. Nous avons fait l'ABCDE généralement. Et donc, comme vous l'avez deviné, eh ben, la deuxième séance serait par rapport à la gestion des voies aériennes supérieures et quelles sont les particularités chez l'enfant éventuellement. Et puis, par la suite, on va faire un cas clinique. Donc, à vos curseurs, à votre bonne humeur et à vos ménages, prêts et partez. Je partage mon écran. Attendez une seconde. Je prépare déjà mon caout. Mhm. Voilà. Monsieur Talha, si vous voulez bien voir, est-ce que le son Oui, c'est est bon. correct? C'est bon? C'est bon. Est-ce que tout le monde est prêt? On lance? Attendez. Bismillah. Alors, vous scannez le code PIN, bien sûr, et je le mets en plein écran. Mhm. Est-ce que vous écoutez le son? Est-ce que vous arrivez à écouter le son, docteur Zine? Oui, Oui, c'est professeur. bon, c'est bon. Vous Très écoutez le bien. son? Oui. Très bien. Ok. C'est pas. Allez-y, ne soyez pas timide. C'est anonyme. Vous testez vos connaissances, et vous partagez un petit moment avec les autres. On est là tous pour apprendre et c'est le plus important. Veillez à garder le micro éteint, mais si vous voulez mettre la vidéo, c'est OK aussi. Mhm. On n'est qu'à 23 participants. Vous pouvez utiliser. Allez-y.
Mhm. Ça sera à propos de la gestion des voies aériennes supérieures. C'est les particularités anatomo-physiologiques, les pathologies les plus connues. Et puis, on va terminer par un cas clinique que je vous promets va vous surprendre. Docteur Zineb ou docteur Omar, si vous pouvez prendre en capture d'écran le code PIN du jeu, comme ça, ceux qui veulent poursuivre avec une aventure, ils peuvent le faire. D'accord? Oui, c'est bon, professeur, c'est C'est déjà fait. bon avec le code QR. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il est temps de commencer. Je me sens confortable par rapport à la gestion des voies aériennes chez l'enfant. Sur une échelle de 1 à 5, comment vous sentez-vous? Ceux qui n'ont pas utilisé le Cloud peuvent s'exprimer au niveau du chat. Docteur Zineb va gérer le chat avec vous. Bien, et donc, d'accord. Ok, on est à un niveau équilibré, donc on y va. Chez le nourrisson, quelle est la zone la plus étroite des voies aériennes? Très bien, donc on est sur l'épiglotte. L'épiglotte, non, c'est plutôt le cricoïde, c'est l'étage sous-glottique. Et en général, c'est une forme qu'on peut dire. Est-ce que vous voulez dire, est-ce que vous savez comment est la forme du larynx chez l'enfant? Vous pouvez utiliser le chatbot ou utiliser votre micro si vous voulez. Alors, la forme, en général, est conique qui va vers le bas. Et donc, ça va de plus en plus étroit, être de plus en plus étroit. Et la zone la plus petite et la plus étroite, c'est au niveau du cricoïde. Et, euh, donc, c'est important de savoir que ça ne ressemble pas à l'adulte qui a plutôt une forme de cylindre. Et, et on va voir par la suite que ça a des répercussions physiologiques par rapport à éventuellement à un œdème ou l'intubation. Très bien. Donc, le suivant. Tabachir. J'adore toujours lire les noms. Oui. Uhum. Le larynx du nourrisson est positionné au niveau vertébral, et au niveau de C1 et C2. C'est-à-dire, il est haut situé, contrairement à l'adulte. Et la répercussion, c'est premièrement, on n'a pas besoin de faire des hyperextensions comme pour l'adulte afin d'intuber ou libérer les voies aériennes supérieures. La deuxième répercussion, c'est que en général, si il y a un œdème laryngé, quelle que soit l'étiologie, et que je vais mettre par exemple la langue, eh ben, je risque d'entraîner un spasme au niveau du larynx parce qu'il est trop proche de la cavité buccale. Voilà. Suki. Très bien. Suki, hâte et formol dilué.
Voilà, c'est juste pour résumer un petit peu la différence entre l'adulte et l'enfant, et c'est important, c'est la position éventuellement, le cricoïde qui est la zone la plus étroite, la forme qui est conique du larynx, et puis l'épiglotte qui est longue, qui est courbe et volumineuse. Éventuellement, quand il a une épiglottite, elle est encore plus grave chez le nourrisson que chez l'adulte, sachant que c'est une pathologie qui est devenue un peu plus rare, notamment à cause des vaccins et des calendriers vaccinaux effectués au niveau du Maroc. La langue aussi, elle prend 2 tiers de la cavité buccale, c'est-à-dire faire attention qu'on peut avoir éventuellement une obstruction juste à travers par la langue. Et donc, euh, pour libérer les voies aériennes, il faut mettre une canule de Guedel pour libérer la langue et libérer le larynx par la suite. Je vais passer rapidement par rapport à ça parce que j'ai des questions qui vont suivre, qui ont un rapport avec ces réponses. Donc, pour les plus futés qui ont lu, ils sauraient la réponse. Jusqu'à quel âge le nourrisson est-il respirateur nasal obligatoire? Eh bien, là, je ne suis pas sûre. Est-ce que c'est parce que vous avez lu éventuellement sur la première dia ou est-ce que vous connaissiez déjà? Et donc, quelle est la répercussion de cette information? C'est important de savoir qu'il faut, mis à part la position, les enfants qui font des rhinopharyngites à répétition, qui font une rhinopharyngite tout court, ben, il y a les sécrétions au niveau nasopharyngé qu'il faut ben, aspirer pour libérer les voies aériennes supérieures. La deuxième des choses, c'est que éventuellement, vous savez, quand vous voulez faire une radio-thorax, surtout chez le nouveau-né éventuellement, ou si vous voulez mettre une sonde nasogastrique tout court pour alimentation, pour vider l'estomac, on a tendance à mettre une sonde nasogastrique. Et on va amputer ce nourrisson d'une narine et donc entraîner nous-mêmes une aggravation de la détresse respiratoire. Donc, si vous voulez faire une sonde gastrique chez un nourrisson de moins de 6 mois, veillez à ce qu'elle soit buccale et pas nasogastrique. Ça, c'est un réflexe à avoir parce que c'est une faute qui est assez courante et on peut l'éviter. Et vous voyez, les conséquences peuvent être graves. Voilà. Soki aussi. On va vers la deuxième question. Un œdème de 1 mm au niveau du cricoïde multiplie les résistances par. Mhm. Bravo, on a 12 qui ont eu la bonne réponse, c'est en fait 16. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est énorme? C'est-à-dire que si j'ai un œdème de 1 mm, en conséquence, il y aura une résistance au passage de l'air fois 16. Donc, une laryngite chez un nourrisson est très, très, très délétère. Et donc, la prise en charge devrait être rapide pour libérer les voies aériennes. Et en général, on va utiliser pour l'œdème dans la laryngite une corticothérapie le plus rapidement possible. Soki aussi, Haimi, Verso, on voit d'autres noms. Allez-y, vous pouvez toujours prendre la tête. La capacité résiduelle fonctionnelle basse d'une leçon entraîne une certaine conséquence. Ça serait laquelle? Mhm. Très bien, donc 15 ont eu la bonne réponse. Effectivement, c'est quand il y a eu cette capacité résiduelle fonctionnelle qui est basse, eh ben, il y aura une désaturation rapide par rapport à l'adulte. Donc, il faut agir vite. Et quand je parle, parce que là, c'est plutôt pulmonaire, mais ça commence toujours par les voies aériennes supérieures. Et donc, le poumon ne peut pas résister ou faire son travail plus longtemps que pour un adulte pour compenser. Et donc, il faut agir rapidement. Et c'est pour ça
on fait la CDE? Parce qu'éventuellement, avec une détresse respiratoire, quand on va libérer les voies aériennes supérieures, ben, peut-être que le problème ne persisterait plus. Mais si on tarde à le faire, les répercussions, bien sûr, sont toujours graves. Suki, Verseau, As et Melek. La consommation d'oxygène du nourrisson est combien de fois supérieure à celle de l'adulte? Très bien. Elle est à 2 à 3 fois supérieure à celle de l'adulte. Ça rejoint aussi un critère d'aggravation par rapport au nourrisson. C'est-à-dire que j'ai une capacité résiduelle fonctionnelle qui est basse et en plus je consomme plus d'oxygène qu'un adulte. Si j'en suis privée, eh ben les conséquences sont plus rapides et elles sont beaucoup plus graves. Est-ce que quelqu'un peut répondre sur le chatbot? J'avais mis la dernière fois une image du nourrisson. Moi, je l'ai en tête. Je ne sais pas si quelqu'un l'a gardé aussi ou pas. Quelle est la particularité d'un enfant, on a dit, par rapport à un adulte? La plus flagrante. Docteur Zine, est-ce qu'on a des réponses sur le chat? Professeur, on avait une question, pas de réponse, on avait une question. Euh, Sheima, on dit qu'elle est contre-indiquée avant 6 mois. Il parle de la sonde nasogastrique, mais pas pour le réflexe. C'est-à-dire, elle renforce ce que j'ai dit. C'est ça, c'est pas une question. Elle demande est-ce que c'est contre-indiqué? Oui. Oui, éventuellement. Non, il ne faut pas mettre une sonde nasogastrique, elle est plutôt bucco-gastrique. C'est vrai que c'est plus délicat parce qu'avec la salive, on peut ne pas la fixer, mais avec une bonne fixation, et bien sûr, toujours s'assurer avant chaque repas que la sonde est en place avant d'introduire, que ce soit un médicament ou du lait. Si on n'a pas de réponse, que l'image, et j'avais mis l'image également, c'est que l'enfant, c'est comme quelqu'un qui est au bout de la falaise. Il va compenser et le moment où il va décompenser, il n'y a plus de récupération. C'est toujours en amont qu'il faut agir. C'est un enfant, c'est un patient au bout de la falaise et quand il va chuter, il chute. Il n'a pas vraiment beaucoup de temps pour pouvoir compenser. Il n'y a pas cette phase. Il ne nous donne pas cette phase de compensation. Donc, très bien. Suki, R1, et on a toujours Verseau avec nous. L'épiglottide du nourrisson est décrite comme identique à l'adulte, langue, l'épiglotte, pas l'épiglottide, langue courbe et volumineuse, plate et courte, horizontale. Très bien, elle est longue, elle est courbe, elle est volumineuse. Et en plus, si on a de l'œdème, c'est encore pire pour un enfant. Et voilà, c'est une particularité anatomique dont on doit faire attention et prendre en considération. Très bien. Soki, c'est H, verso et pédiatre, pèd. Vrai ou faux, le nourrisson peut respirer par la bouche dès la naissance si le nez est bouché? C'est une question. Normalement, je devrais avoir 100% de réponses justes. 4 que 100%. Ce qu'on avait dit, c'est que le nouveau-né, le nourrisson jusqu'à 6 mois, ne respire que par son nez, ne peut pas respirer par la bouche, d'où l'intérêt d'une aspiration en bonne et due forme, d'enlever les sécrétions, que ce soit à travers une aspiration ou le mouche-bébé qu'on va apprendre au moment d'utiliser par la suite, mais aussi le réflexe dont on a parlé, de la sonde nasogastrique et la sonde buccogastrique. C'est surtout la sonde buccogastrique. C'est ah, je prends la tête. D'accord.
Vrai ou faux? La stimulation laryngée provoque une toux chez le nourrisson comme chez l'adulte. Enfin, c'est faux. L'adulte va tousser. Par contre, le nourrisson, il va faire plutôt spasmer. Le nourrisson spasme, c'est-à-dire qu'il va fermer ses cordes vocales éventuellement. Je sais pas comment dire, une bombe ou Elvis avec l'avatar avec la coiffure. Oui, oui, c'est une question qui s'est pointée juste pour se reposer. Est-ce que le maximum c'est 22? 23 réponses envoyées. OK. Afficher les réponses. Ah, c'est hétérogène. Et vous êtes, pour ceux qui n'ont pas assisté, vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui ont assisté, vous êtes les bienvenus aussi. Eh ben, on est qu'au deuxième épisode. Vous êtes les bienvenus pour tous les autres. C'est tout. Je suis ravie, de vous avoir ici parmi nous. Très bien. La question, quelle est la durée minimale de préoxygénation recommandée avec, avant un geste chez l'enfant? Effectivement, c'est 2 minutes. 2 minutes avant de faire n'importe quel geste, notamment une intubation. Vous vous rappelez qu'il y a une consommation en oxygène importante et la capacité résiduelle fonctionnelle qui est basse, en plus de la compliance du thorax qui n'est pas rigide et paradoxalement, même si l'ampliance est grande, mais elle ne permet pas vraiment d'augmenter la CRF. Très bien. Oui. Quel est le signe le plus caractéristique de l'épiglottite aiguë? Très bien. Donc, oui. Alors, il y a une voix qui est éteinte, la position qui est très typique, notamment parce que c'est peu que ça soit les nourrissons, c'est plutôt le petit enfant et d'âge scolaire, avec une dysphagie et une hypersialorée. Là, quand on voit un patient, on ne peut pas l'oublier, sachant que c'est pas vraiment très fréquent, comme j'ai dit, avec la vaccination qui a un peu diminué le taux d'épiglottite. Très bien. Donc, Professeur, oui, s'il vous plaît, c'est quoi le petit alibi? c'est l'hypersialorée. Ah, merci. C'est l'hypersialorée. Professeur, Oui, s'il vous plaît, la vaccination contre quoi exactement? éventuellement, on a l'hémophilus, mais aussi la diphtérie, surtout la diphtérie. Voilà. Et quand vous trouvez un patient comme ça, comment il faut faire, comment il faut agir? Premier Donner des réflexe, corticoïdes. Libérer les éventuellement, contraires. comment on va libérer les voies aériennes? Et premier réflexe, je trouve un enfant en position de trépied. Je respecte ça. Faut nébuliser. Et avant de nébuliser, Professeur, on a des réponses au niveau du chat. ah, ah, Respecter, mhm, trois mains à la baisse langue, sa très position, bien. on le garde.
Voilà, on va respecter la position qu'il a, on n'utilise pas d'abaisse-langue et on commence les nébulisations, on commence éventuellement l'antibiothérapie et la corticothérapie. Très bien. Il faut toujours respecter la position d'un enfant. Un nourrisson qui ne peut pas bouger, on fait les 30 degrés, 45 degrés, mais sinon, on respecte. Professeur, il y a une question. Je pense qu'il a la réponse. Oui? Quelle est l'antibiothérapie? Bravo, j'ai un 100%. L'examen de la gorge avec la baisse-langue à bannir quand vous avez, même si c'est une laryngite et pas une épiglottite, à bannir chez les enfants. De toute façon, s'ils pleurent, vous pouvez toujours voir le pharynx, mais c'est pas l'urgence. L'urgence, c'est libérer les voies aériennes supérieures. Très bien. La bombe, pédiatrie ou R1. Oui, ça avance bien. Une laryngite struduleuse, où on peut parler de croupe aussi. En fait, c'est plutôt le para-influenza type 1 et 3, mais tous les autres peuvent le donner, mais le plus fréquent, c'est le para-influenza. Très bien. Toujours, c'est la laryngite stridulus. Bitonique veut dire en deux temps. Bravo. Pour les vins, c'est une toux aboyante avec une voix rauque et un stridor qui est inspiratoire. On peut avoir un fibricule associé, les 38 1, 2, pas vraiment très importante comme fièvre. Et, et, euh, Et le plus important, c'est est-ce que vous pouvez me dire quel est le diagnostic différentiel et éventuellement quelle est la chose que je ne dois pas rater devant une laryngite striduleuse et comment confirmer mon diagnostic éventuellement? Quelle est la première chose que je dois pas louper? Un cours étranger. Bravo, un corps étranger éventuellement, mais qu'est-ce qui me mettrait plus sur un corps étranger ou sur une laryngite? Syndrome de L'âge. pénétration. Oui, quoi d'autre? L'âge Parfois, du patient. on peut ne pas avoir un syndrome de pénétration. Les parents n'étaient pas à côté du patient. La fièvre. Oui, mais parfois, on n'a pas vraiment une grande fièvre. On a les 38,1, 38,2. Avec l'hypercapnie, éventuellement, je peux avoir un petit Le fébrile. début nocturne. Le temps d'installation. Bravo. C'est l'installation nocturne. C'est des patients qu'on va voir à 2 heures, 3 heures du matin, qui se réveillent de leur sommeil avec cette symptomatologie-là. Bravo. C'est le syndrome de pénétration éventuellement. Et puis l'aggravation nocturne. Il peut commencer avant, c'est-à-dire en journée, mais l'aggravation, elle est nocturne. Ça aussi, c'est une entité qui est très rare, mais qui peut exister. Juste pour l'avoir en tête. C'est plutôt le Staph aureus et la trachéite. Je pense que j'ai une autre question qui va suivre et on va parler après la question. Imen, très bien. Quel signe vous fait suspecter une trachéite bactérienne plutôt qu'une laryngite simple? Très bien, donc les multiples nébulisations éventuellement et la dyspnée, bravo. Donc la dyspnée en deux temps, c'est plutôt le trachéé. Que ce soit un corps étranger, que ce soit la trachéite,
Tout ce qui est en deux temps, c'est plutôt la trachée. Et puis, en général, c'est des patients qui ne s'améliorent pas sous nébulisation. On a beau nébuliser d'adrénaline, ils ne s'améliorent pas. Mais encore, comme c'est une trachéite bactérienne en général, la fièvre est beaucoup plus importante. Et le début est un peu plus insidieux. De pratique courante, si vous avez une trachéite bactérienne, vaut mieux chercher est-ce qu'il n'y a pas un déficit immunitaire associé, parce que c'est une entité, comme je vous ai dit, qui est assez rare. Très bien. Donc, Jaime, Ted, Imen, c'est H et Elvis. Moi, je me dirais Elvis. Voilà. La laryngomalacie se caractérise par un stridor. Oui, éventuellement, c'est plutôt inspiratoire et qui va disparaître en position ventrale. Elle se caractérise aussi par une aggravation nocturne éventuellement. Est-ce que vous savez, ça veut dire quoi une laryngomalacie? Non, professeur. Oui. Est-ce que quelqu'un veut déjà essayer, écrire sur le chat si éventuellement... Un larynx molle. Très bien, et ça veut dire que les cordes vocales sont molles. Est-ce que c'est une pathologie qui va persister toute la vie? Non. Non, elle ne persiste pas toute la vie. En fait, en général, à partir de l'âge de un an et demi maximum, on va retrouver une tonicité normale des cordes vocales et une voix qui est normale. Et qu'est-ce qu'on devrait craindre le plus quand un patient a une laryngomalacie? En général, le larynx se Fermer protège. les voies aériennes. Les fausses routes. Les fausses routes. Les fausses routes, Pneumopathie bravo, d'inhalation. bravo, et les pneumopathies d'inhalation. Et donc, s'il y a un RGO associé, c'est encore plus grave. Très bien. Est-ce qu'il y a un traitement? Est-ce qu'il y a un traitement particulier pour la laryngomalacie? Non. Posturale. Médico-posturale. Juste les mesures d'hygiène, il n'y a pas de traitement pour la laryngomalacie, pas de corticothérapie, ça ne résout rien parce que c'est pas un œdème, c'est plutôt le tonus des cordes vocales qui est diminué. Professeur, on a une question. Comment Ah, faire le diagnostic? ah, c'est une très bonne question. Est-ce que quelqu'un peut dire comment on peut faire le diagnostic? Ah, je sais même pas comment faire. On répond à cette question et on revient. Laryngoscopie. Mhm. Donc, je vais revenir par Fausses rapport à la routes à question, mais répétition. oui. Les fausses routes à répétition et difficultés alimentaires. Éventuellement, mais aussi c'est un stridor, parce que c'est un stridor qui Professeur, va on a une commencer. réponse. Hein? Vous avez des réponses? Tu as des réponses, docteur Zine? Oui, la laryngomalacie est la malformation laryngée congénitale. Mhm, C'est la première cause de stridor chez le nouveau-né, le mhm. nourrisson. Dans sa première description, elle est nommée stridor laryngé congénital, qui Est-ce que reflète. c'est pas un copier-coller? J'ai Et, l'impression que c'est un copier-coller. et Soumeya, il nous dit par laryngoscope. Oui, c'est la laryngoscope éventuellement, mais surtout à travers, c'est un examen ORL où c'est pas vraiment la bronchoscopie, mais on va s'attarder juste au niveau du larynx pour objectiver pendant l'inspire et l'expire que les cordes vocales sont hypotones. Voilà, très bien. Donc, c'est un examen ORL. On suspecte d'abord, parce que c'est un stridor qui se prolonge, on a parlé, c'est inspiratoire et plutôt positionnel, que c'est un nourrisson qui peut être normal la journée et puis qui va s'aggraver la nuit, mais sans fièvre associée, sans autre. Et ça se prolonge. Qu'est-ce qui pourrait faire euh, dans le même âge? Qu'est-ce que je dois craindre éventuellement chez un nouveau-né qui pourrait donner cette dyspnée inspiratoire? Il y a une pathologie, mais c'est plutôt un stridor qui va s'aggraver avec le temps. Alors que la laryngomalacie, elle va s'améliorer avec le temps et à un moment donné, elle va être stationnaire.
Des réponses? Si je vous dis qu'il y a une manifestation cutanée aussi pour cette pathologie. Il y a une composante dermatologique. Vous donnez votre langue au chat? Pas de réponse, docteur Zine? Pour les réponses, Samsung, asthme, minase, angiome. Oui, c'est plutôt l'angiome. Et asthme, j'ai entendu asthme. Oui. Œdème Et- de Quick. uh-huh. C'est en période congénitale, néonatale, nourrissant. Œdème de Quick. Uh-huh. En général, c'est pas l'âge, c'est plutôt un plus gros Moyen nourrisson. angiome aussi. L'angiome. En général, la réponse est angiome. C'est ce qu'il faut dépister parce que s'il est sous-glottique, il va augmenter. Ce que vous savez, c'est des angiomes qui vont augmenter de volume pour par la suite diminuer. Mais le risque est que le patient risque de fermer ses voies aériennes et c'est parmi les indications rapides de traitement par bêta-bloquant éventuellement. Donc, c'est l'angiome. Pour le Demnequink, mis à part si le patient peut-être a une allergie aux protéines de lait de vache et qui fait vraiment des signes d'allergie très importants avec un syndrome oral, oui, peut-être, mais c'est pas vraiment là. C'est vraiment un nourrisson beaucoup plus grand où on va trouver un angioedème anaphylactique éventuellement. Et pour l'asthme, c'est vraiment pas l'âge. Et puis, c'est pas les mêmes, c'est pas la même dyspnée. Parce que pour l'asthme, la dyspnée, elle est de nature, elle est comment? Inspiratoire. Expiratoire. Il Expiratoire. est plutôt expiratoire, bravo. Alors que quand c'est plutôt au situé, c'est inspiratoire. Et déjà, quand on est dans la trachée, on est sur les deux. Quand on est en bas, c'est plutôt l'expiratoire. Donc, je veux bien que vous regardiez ce réflexe pour les angiomes. Donc, quand j'ai une dyspnée inspiratoire avec un stridor qui va s'aggraver avec le temps, je le reçois en consultation. C'est la première fois. N'oubliez pas, et c'est important en pédiatrie, c'est parmi les autres réflexes qu'il faut toujours garder en pédiatrie, c'est examiner l'enfant dévêtu à la lumière du jour si on peut, mais au moins qu'on le voit en totalité pour chercher des angiomes éventuels. Très bien. Donc, pour cette question, les lunettes nasales en général, elles ont un débit de 0,5 à 4 litres par minute. On ne peut pas dépasser les 4 litres par minute. Très bien. Jaime, je pense que c'est la même question en double. Ah. Quel dispositif utiliser en première intention si vous avez une saturation à 92 et un bon état général? Lunettes nasales, très très bien, au masque simple, parce que c'est pas vraiment une détresse respiratoire qui est très importante. Le bas-vu, c'est surtout quand vous avez un patient qui est en arrêt respiratoire. Ah, ah. Donc, Jaime à 12 387. Professeur, Oui, je m'excuse. S'il vous plaît, professeur, quand utiliser la ventilation invasive, l'intubation? c'est quand il ne répond pas, c'est si vous avez des signes d'épuisement dès le départ, si vous avez des signes d'épuisement dès le départ, si vous avez une saturation qui ne s'améliore pas, même si vous êtes dans l'excès, je veux dire. Vous parlez de non invasif, c'est ça? C'est la VNI Euh, ou l'intu- invasif? L'intubation. L'intubation. Alors, et parce qu'il faut commencer par les lunettes d'oxygène, passer par le masque haute concentration. Si ça ne marche pas, on commence par la VNI et par la suite, on va escalader. C'est vraiment une escalade jusqu'à arriver à l'intubation. Par moment, vous avez des patients qui frôlent l'arrêt respiratoire ou qui ont un coma supérieur avec inférieur à un Glasgow Coma Score inférieur à 8. Et là, il faut intuber le malade directement. Mais voilà, gardez si il y a des signes d'épuisement, c'est-à-dire que les signes de lutte respiratoire sont en train de diminuer, avec en général, ça s'associe avec des troubles de conscience. Parce que par exemple, on prend un patient qui est asthmatique et à un moment donné, j'ai des signes de lutte respiratoire, j'ai une saturation qui s'améliore pas, je nébulise
Et puis, la saturation ne s'améliore pas. Et puis, les signes de lutte respiratoire sont en train de diminuer. Je suis sûre et certaine qu'à un moment donné, il va faire l'arrêt respiratoire. Là, je ne vais pas m'amuser à faire une VNI, c'est l'intubation directement. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, professeur, merci beaucoup. Donc, le laryngospasme complet se distingue du partiel par... Très bien, un silence auscultatoire avec des mouvements paradoxaux parce que ben, ça communique pas entre l'extérieur et l'intérieur et c'est pas comme le partiel où j'ai quand même un petit passage d'air qui va être responsable du stridor inspirate. En général, on le voit surtout en post-chirurgie et en post-intubation parce qu'il y a en général un œdème post-intubation. Raimi et puis Suki qui revient, Verso et Elvis. Vous connaissez le bavus et le réanima. Très bien. En tout cas, c'est 20 par minute. Et c'est pour laisser un peu l'oxygène à un moment donné dans le poumon pour qu'il y ait une hématose correcte. Docteur Zineb, vous m'aviez parlé d'une astuce pour contrôler le baveux tout à l'heure. Docteur Zineb, Oui, professeur. vous m'aviez tout à l'heure parlé d'un animal particulier on peut utiliser en faisant les gestes sur baveux. C'est ça, j'ai oublié. C'est le crocodile. Tu m'avais parlé du crocodile. C'est vrai. Ah, pour la fréquence. Pour la fréquence et pour un peu rythmer. Or, un temps inspiratoire et un temps expiratoire qui est plus lent. Donc, Voilà. il faut dire, une fois on presse sur le baveux, c'est cro, Mhm, mhm. et croco, c'est crocodile. Dile, c'est la plus longue, c'est en expiratoire, pour D'accord. laisser plus de temps pour l'expansion. Pour l'expansion et pour la pression expiratoire positive. On ne gagne rien à mettre le bavure rapidement. J'ai vu des personnes réanimer en appliquant des petites doses rapidement, mais ça sert vraiment à rien. Il faut vraiment qu'il y ait Sinon, on peut compter. On compte un, 2 et 3. Un, oui, 2 et deux 3. et trois. Oui. Crocodile. Oui. Très bien. Donc, Haïmi, presque à la fin. Le stridor expiratoire isolé évoque surtout plutôt la trachéomalacie. C'est vrai que éventuellement le corps étranger laryngé peut le faire aussi, mais en général c'est en deux temps. Le corps étranger, en fait, trachéal, en deux temps. Laryngé, c'est surtout inspiratoire. C'est toujours le larynx, c'est l'inspiratoire. Haïmi, non, c'est la dernière question. Quelle est la triade qu'on va retrouver dans le Pierre Robin? C'est le rétrognatisme avec la glossoptose et la fente palatine. Quand un patient a un syndrome de Pierre-Robin,
l'urgence, parce que finalement, la fente palatine, on va prendre le temps pour la traiter, mais l'urgence, c'est d'avoir une alimentation correcte et notamment utiliser une tétine spéciale. Même l'allaitement maternel va être délicat. Je dis pas qu'on passe à un allaitement artificiel ou utilisation d'aliments lactés diététiques, mais on peut toujours tirer le lait de la maman et lui donner à travers la tétine spéciale qui va, elle, court-circuiter la fente palatine. Et s'il vous plaît, c'est un réflexe quand vous examinez des nouveau-nés et même des nourrissons, examinez la cavité buccale, regardez bien s'il y a une fente ou pas. Parfois, il y a des signes alarmants, c'est-à-dire que c'est des otites à répétition, des pneumonies à répétition, et là, il faut chercher. Mais parfois, c'est silencieux et on ne perd rien. On gagne plutôt beaucoup si on fait notre examen clinique correctement et on va chercher une fente éventuelle. Chez l'enfant, comme chez l'adulte éventuellement, mais il faut être beaucoup plus délicat et beaucoup plus ponctueux chez l'enfant. Il faut vraiment examiner en totalité. On ne traite pas une laryngite, on ne traite pas, je sais pas, une splénomégalie, une angine, on traite un patient. Et donc, il faut avoir cette approche holistique de l'enfant. Peut-être qu'il vient pour quelque chose d'urgent, mais ça n'empêche pas que je peux détecter éventuellement une ectopie testiculaire. Je peux trouver une déformation osseuse. Et je vais aider cet enfant à un âge qui est précoce à grandir avec moins de problèmes et devenir un adulte efficient et efficace dans la société. Et qui soit épanoui lui-même, pas que dans la société. Très bien. Donc, on va voir nos gagnants. Je pense que c'est... Oh! Ou, je pense que c'est Raimi. Bravo! Bravo. Très bien. Comment vous avez trouvé le caout? Professeur, Euh, pardon, hein. on a toujours des questions. Euh, Oui. euh, Il y a des étudiants qui se demandent c'est quoi le baveux? Oui, c'est le réanima. Est-ce que vous avez déjà utilisé, vous avez déjà assisté à un arrêt cardio-respiratoire éventuellement au niveau du CHU? Pendant vos stages, je veux dire CHU, mais c'est pendant vos stages. Je peux chercher une image. Docteur Zine, est-ce que tu peux partager éventuellement sur le groupe, sur le chat? Oui, professeur, je vais partager sur le groupe WhatsApp. Parce que c'est plutôt visuel, mais c'est ce qu'on utilise quand on a un patient qui est en arrêt respiratoire. On va l'aider à augmenter sa pression inspiratoire et entraîner une expansion volumique en attendant de pouvoir l'intuber éventuellement. Ou carrément pendant l'arrêt cardio-respiratoire, c'est important d'utiliser le bavure. Professeur, sinon pour la deuxième question, je Uhum. pense qu'on a déjà expliqué ça, c'est comment éviter le risque du pneumothorax sous bavure. C'est suivre le rythme et ne pas dépasser les 20 cycles par minute. Et en général, chez l'enfant, on va utiliser le C. Vous voyez ça? C'est le C. On va utiliser que trois doigts. On n'utilise pas toute la main comme pour l'adulte. Professeur, aussi si on réanime au CHU, on voit toujours des enfants des étudiants qui réaniment en bloquant la valve. Non, surtout pas ça. Non, Parce que non. ça c'est un risque accru pour le pneumothorax. Ça, en fait, la valve, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va enlever l'excès de pression. C'est comme la soupape, c'est une soupape éventuellement. Si vous avez déjà c'est une soupape. Je ne sais pas si on a beaucoup d'Arabes avec nous, les Marocains surtout. بحال الكوكوط كدير الصفارة باش كيخرج منها الضغط. C'est la même chose. Cette valve, elle agit comme une soupape pour enlever l'excès de pression et pour délivrer ce qu'il faut délivrer. C'est pas une bonne pratique. Parfois, parfois, il y a des gens qui traitent leur anxiété. Ils ne traitent pas le patient comme il faudrait. Je fais ce qu'il faut faire en bonne et due forme et les résultats ne sont pas les miens. C'est-à-dire que la médecine,
faut être, je n'aime pas ça d'être discipliné, mais il faut faire ce qu'il y a à faire et ne pas traiter sa propre anxiété. Parce que si je traite mon anxiété, ben, je risque d'être délétère et iatrogène pour mon patient. Vous avez pu partager la photo, docteur Zine? Oui, professeur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous êtes chaud pour le cas clinique? En tout cas, félicitations pour Raimi, pour Suki et ou. S'ils veulent partager avec nous d'où est-ce qu'ils viennent, ça serait bien aussi. S'ils veulent montrer ben, leur visage, ça serait bien aussi. S'ils le veulent, mais s'ils ne le veulent pas, c'est tranquille. Mais juste nous dire qui ils sont, de quelle ville éventuellement, est-ce qu'ils sont en quatrième, en sixième ou des praticiens. Agadir, très bien, ravi. Suki, en tout cas, bravo, félicitations. Fier de vous. Ah, c'est bien. FMPA. Jusqu'à présent, c'est juste Agadir qui La répond. FMPA. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour qu'on passe au cas clinique? Professeur, s'il vous plaît, C'est un autre code PIN, hein? professeur, s'il vous plaît, avant de commencer, on a une question. À combien le score de Glasgow pour l'intubation chez l'enfant? 8. À partir de 8. Je l'avais dit tout à l'heure. C'est un autre code PIN parce que c'est une autre. Mais on va parler éventuellement. Alors, en général, je faisais une télésimulation pour le cas clinique, mais je me dis, j'essaie autre chose cette fois, et puis pour que tout le monde puisse participer, bien sûr via le Kahoot, mais nous avons aussi le chat, c'est correct aussi. L'essentiel, c'est de partager les connaissances, de partager les attitudes et de réfléchir ensemble. D'accord. Donc, je vais commencer peut-être. La même chose, si vous voulez, Dr Zineb, garder le code PIN s'ils veulent rejoindre par la suite, ça serait bien. J'attends quelques secondes. OK. Donc, on va commencer. Un petit sondage juste pour commencer. Vous sentez-vous prêt pour l'application des connaissances? C'est ce que je m'attendais, qu'on soit tous prêts. Allons-y alors. Voici la vignette. Vous avez le droit de poser les questions que vous voulez. Vous avez Yassine, âgé de 8 ans, il a 25 kilos. Il était chez le pédodontiste pour un soin dentaire en matinée. Il se présente pour un stridor aux urgences pédiatriques, inspiratoire, brutal, depuis 45 minutes. Il n'a pas de fièvre. Il avait eu des épisodes similaires depuis les derniers 3 ans. Sur le chat, est-ce que vous avez besoin d'autres questions? Vous pouvez poser les questions que vous voulez avant qu'on aille un peu plus loin. Donc, le patient se présente pour un stridor qui est apparu il y a 45 minutes. Vous êtes de garde disant que est-ce que c'est important de savoir à quelle heure vous l'avez reçu? Vous pouvez utiliser le chat. Est-ce que c'est important de savoir à quelle heure vous le recevez?
Professeur, l'intervalle de temps avant la consultation. Entre le soin pédant, c'est-à-dire, c'est important de savoir à quelle heure je suis en train de le voir. Disons que je le vois à 21 heures. Vous faites le calcul. Quelles sont les questions que vous pouvez poser? Posez les questions. Si c'était une anamnèse que vous allez, si vous alliez voir le patient ou, ou là, les parents, qu'est-ce que vous allez poser comme question pour vous aider à raisonner, à trouver un diagnostic? Professeur, est-ce qu'on a une notion d'allergie? Il n'est pas connu allergique. Professeur, le délai entre euh, l'événement des soins dentaires et Il est sorti l'apparition. vers midi de chez le pédodentiste et il est arrivé chez vous à 21 heures. Il a présenté les signes à 45 minutes avant de vous recevoir, avant que vous le receviez, vous. Ben, en fait, c'est les deux, ça va dans les deux sens. Il reçoit son médecin et son médecin le reçoit. Est-ce qu'il y a un prurite? Non, il n'y a pas de prurite. Professeur, les épisodes anciens, il a fait quoi pour les dépasser? C'est parti tout seul. Parti tout seul. Professeur, il a eu combien d'antécédents similaires? La mère nous dit qu'elle n'a pas compté, qu'elle a l'habitude de voir son visage gonfler et le temps de le ramener chez le médecin. En général, ça disparaît, mais cette fois-ci, ça n'a pas disparu. Professeur, vous avez dit que son visage gonfle. Oui, à peu près, c'est l'image qu'il a. Par moments, c'est juste les lèvres, parfois, c'est la joue, parfois, c'est tout le visage. Il n'a pas d'urticaire associé, C'est-à-dire, c'est-à-dire des lésions rougeâtres, prurigineuses. il n'y a pas de prurite. Il y a des lésions érythémateuses. Par moments, oui. Est-ce qu'il y a des antécédents similaires dans la famille? Apparemment, la maman, oui, elle le présente de temps à autre, mais pas vraiment comme lui. Elle n'est pas gênée. Elle se Professeur, dit qu'elle... notion d'allergie médicamenteuse. Hmm, c'est pas connu. Allergie à l'anesthésie. C'est pas connu. C'est la première fois qu'il va chez le pédodontiste. Il n'a jamais été opéré. Facteur de soulagement. C'était spontané. L'épisode ultérieur était aussi chez le dentiste. Non, non, non. Rechercher un syndrome de C'est en pénétration. période d'examen, par exemple. Elle m'a dit que quand il voyageait, par moment, c'était ça. Est-ce qu'il y a notion d'atopie? Pas connu. Est-ce qu'il y a eu des antécédents de douleurs abdominales? Oui, par moment, il a des douleurs abdominales, mais pas maintenant, pas aujourd'hui. Professeur Gamiche, notion d'infection à répétition. Non. C'est un MAI, enfant bien portant avec un bon poids, une bonne taille. Il a ce problème, mais c'est pas flagrant. C'est-à-dire, elle n'a pas raconté le nombre d'épisodes, mais en général, elle n'est pas gênée par cet œdème. Aujourd'hui, elle l'est. MNI, changement de voix. Aymen, comment est sa voix? Elle est étouffée. Elle n'est pas aboyante. Il ne parle pas, il est gêné. Il a une saturation, disons, à 85%. Professeur Ihsan, prise médicamenteuse avant l'épisode précédent. Il avait pris un antihistaminique parce que comme il est du genre stressé et qu'il avait peur du dentiste, sa maman lui donnait un antihistaminique. Type, Est-ce que dans les épisodes ultérieurs, avant, il avait aussi pris un antihistaminique? non. Il avait déjà reçu des antihistaminiques, mais
Et c'est juste parce qu'il avait un profil anxieux. Vous savez, c'était une maman qui savait que, par exemple, elle pouvait l'utiliser pour diminuer l'anxiété et le calmer. Qu'est-ce qui s'est arrivé, Zama? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, Zama, 30 minutes avant l'apparition de l'œdème? Est-ce qu'il a mangé quelque Non, chose de l'exposition? non, non. Il a pris son repas normal. Il a pris du chocolat chaud, c'est tout. Professeur Mines demande est-ce qu'il y a un syndrome de pénétration? Non, il n'y a pas de syndrome de pénétration. Et En tout cas, la maman n'a pas assisté. amélioration après prise d'antihistaminique. Il avait pris les antihistaminiques la veille, mais On pas aujourd'hui. La veille de son examen pédodontiste, chez le pédodontiste. On a un commentaire d'Amani. Donc, Mhm. c'est pas un œdème de Quincke à éliminer. Est-ce que c'est un angiome? Peut-être. Un angiome. Mais c'est vrai qu'il a 8 ans. Un angiome n'attendrait pas à cette époque. En général, c'est un nourrisson qu'on voit un angiome Y qui va a-t-il se des, compenser comme ça. y a-t-il des râles? Non, pas de râle. Est-ce qu'il Professeur, s'agit... est-ce une notion d'érythème polymorphe? D'érythème? Polymorphe, des lésions cancéreuses. Non, non, il n'y en a pas. Alors, je ne vais pas vous faire tarder plus que ça. Je vais vous poser la première question déjà. Quel est le signe le plus alarmant à identifier en priorité? Très bien, le stridor respiratoire, l'œdème du visage plus ou moins, parce qu'on peut avoir l'œdème au niveau du visage, mais sans atteindre des parties molles. Mais quand on a un stridor, c'est-à-dire que même les muqueuses sont touchées. Et donc, c'est un signe d'alarme. La position assise, éventuellement, il faut la respecter si l'enfant est cyanosé. Si vous avez remarqué, j'ai dit qu'il avait une saturation à 85% avec ce stridor, donc il y a alarme. Très bien, c'est Shaima. Alors, la réponse, quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Vous pouvez choisir une seule, la plus probable pour vous. Madame de Queen, Queen, Queen. Ah, bravo! Très, très bien. Donc, je pensais que quelqu'un avait trouvé. Alors, la bonne réponse, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la C1 estérase ou le C1 inhibiteur? C'est la même chose. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'angioedème héréditaire? Oui. Très bien. OK. On va en savoir un petit peu plus au fil des questions. Donc, on reste sur les 962 de Scheimer et on passe à la deuxième question. Quel élément oriente le plus vers un angioœdème héréditaire plutôt qu'une anaphylaxie? C'est l'absence d'urticaire ou de prurite. C'est important. Et puis, en général, il y a des allergènes. Ma question, c'est la première fois qu'il va faire une anesthésie. Est-ce qu'il peut faire une allergie juste après, si c'est sa première fois, pour les anesthésiques? Non. Non, Oui. il faut toujours une exposition. Et puis par la suite, il y a l'anaphylaxie qui va s'installer par la suite. On peut être sensibilisé, ça s'appelle une sensibilisation au préalable, et puis par la suite vient l'anaphylaxie. Donc on n'avait pas si on n'avait pas subi d'opération, on n'avait pas été anesthésié, il ne faut pas y penser. Très bien. Sheima, et puis le, Ous et It's me, Iman.
Quel est le principal médiateur responsable de l'œdème dans l'angioëdème héréditaire? C'est plutôt la bradykinin. La tryptase, elle est plutôt un signe de quoi? Elle serait le médiateur de quoi? Vous avez une réponse? Elle a un rapport avec la question précédente. Pas de réponse au chat? Elle a un rapport avec l'anaphylaxie. Anaphylaxie. Oui, elle a un rapport avec l'anaphylaxie. Et la tryptasémie, elle est en général, doit être faite dans la demi-heure, maximum les 2 heures après un angioedème anaphylaxique ou un état de choc anaphylaxique, parce que par la suite, elle disparaît dans le sang. Donc, c'est important de le faire dans les demi-heures à 2 heures. C'est plutôt la bradykinin. Et pour l'histamine, docteur, c'est ça? L'histamine aussi, c'est l'anaphylaxie Le quatrième? aussi. Ah. Donc, c'est Shaima. Voilà, la septième question. Quel est le traitement de première intention administré en urgence? C'est le concentré de ces 1 inhibiteur. Ah oui. Et puis, l'adrénaline ne sert absolument à rien. Peut-être un petit peu, mais toute seule, non. Et puis, les antihistaminiques, comme c'est pas le mécanisme physiopathologique, ni la corticothérapie qui va agir sur l'inflammation. Donc, c'est surtout le concentré. Très bien, Imen, puis Shaima, Ouma, Le et Itzmi. C'est plutôt la fraction C4 du complément. Je vous enverrai par la suite la physiopathologie de la cascade complément et bradykinin, qui fait partie de la cascade de coagulation. Et donc, la C1 estérase ou le C1 inhibiteur, il va diminuer l'action de la bradykinin qui, elle, va entrer une vasodilatation et donc un œdème par la suite. Je vous enverrai dans notre groupe WhatsApp la physiopathologie, mais aussi un petit résumé qu'avait fait docteur Zineb sur nos groupes WhatsApp. Donc, il faut la doser comme la tryptasémie dans les demi-heures à 2 heures après la crise. Alors, si on sait qu'est-ce qui est efficace, on sait ce qui n'est pas efficace. D'accord, très bien. Donc, c'est les antihistaminiques et les corticoïdes éventuellement. Mais le traitement, gardez à l'esprit, c'est le concentré. On peut utiliser l'acide tranexamique, mais c'est moins efficace que éventuellement les concentrés. C'est une entité assez rare. C'est juste garder à l'esprit que ça existe et que les patients sont parfois sous diagnostic.
Très bien. Donc, le taux est normal ou élevé avec une activité fonctionnelle diminuée. Il y a trois types. Le type 1, on n'a carrément pas de C1 estérase ou C1 inhibiteur. Donc, la quantité est diminuée. Parfois, par contre, dans le 2, la quantité est là, mais inefficace. Donc, l'activité fonctionnelle est diminuée. Et c'est en calculant cette activité fonctionnelle qu'on va faire le diagnostic. Et le type 3, c'est comme le type 2, mais il est lié à l'oestrogène et plutôt il est de l'apanage de la femme adulte. Donc, un, c'est la quantité, deux, c'est la qualité. Shaima, quels facteurs ont pu déclencher la crise chez Yassine? Wow, 100% de réponse. C'est pour ça que j'ai insisté énormément sur le stress à chaque fois qu'il voyage ou qu'il y a un événement particulier. En général, il est déclenché par le stress émotionnel et le traumatisme. Mais également, on peut le trouver quand il y a une activité sportive qui est importante et, excusez-moi, ou les soins, comme on a dit, et là, l'effort physique. Les hormones, c'est pour les femmes. C'est pour le type 3. Shaima, quelle est la transmission génétique de l'angioedème héréditaire? Il est plutôt autosomique dominante. Il est autosomique dominante. Ce qui va me renvoyer à la la prochaine question, qui est, je vais répondre par la suite. Cette question, c'est plutôt l'évolution que vous attendez après le traitement. Très bien, c'est une amélioration qui est progressive éventuellement. Il ne faut pas s'attendre à avoir une régression avant les 60 minutes. Donc, comme je vous ai dit, il ne faut pas traiter sans stress. C'est le genre de patient qu'on peut recevoir et je me dis non, 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 c'est pas ça. Je vais mettre des corticoïdes, je vais mettre l'adrénaline tout seul et je risque d'aggraver mon patient. Alors, la patience, c'est une vertu que devrait développer tout médecin. C'est l'action en bon moment. Et on ne traite pas son propre anxiété. C'est important. Professeur, pourquoi je risque d'aggraver les choses si je donne C'est le le stress. corticoïde? Non, pas les corticoïdes. C'est-à-dire que tant qu'il y a beaucoup de gestes, qu'il y a de l'adrénaline, qu'il y a une ébullition, j'ajoute les moments de stress. C'est-à-dire j'augmente aussi le stress et c'est pas efficace. Pourquoi je vais lui donner? Je ne donne de traitement que si il sert à quelque chose. S'il ne sert pas à quelque chose, pourquoi je vais lui donner? Il faut être le minimum efficace et prescrire le moindre. Il faut toujours réfléchir pourquoi je vais prescrire. Est-ce que c'est important pour mon patient? Est-ce que c'est important pour moi ou pour mon patient? Qu'est-ce que je vise en traitant le patient? Et voilà. Donc, et le stress va augmenter le risque de l'œdème. Parce que plus il est stressé, plus la bradykinin va être libérée et moins le C1 inhibiteur va gérer. Et donc, on aura un œdème qui va être d'aggravation de plus en plus. Très bien, Shaima, toujours. Alors là, c'est juste pour que vous sachiez, pour qu'on fasse le tour de la question. C'est vrai qu'on n'a pas ici au Maroc pour le moment. Faut être zen. C'est des gens qui doivent apprendre à être zen. Très bien. Ah, vous avez fait une petite recherche, vous avez su. Ok, très bien. C'est plutôt la nadulimab et qui sont des anticorps anti-bradykinin. Très bien. Et le magnifique. Il vient, oui, c'est le double. C'est le kit ou double.
Quelle est la réponse la plus appropriée concernant le conseil familial? Voilà, c'est 50% de risque et en général, c'est l'étude génétique parce que finalement, le bilan, mis à part l'activité fonctionnelle de l'enzyme, le C4, on peut le doser qu'au moment des crises, mais mis à part ça, ça serait normal. Donc, il m'a décrit pas grand-chose. Alors là, la question, moi, qui est très importante pour moi, qu'est-ce que vous allez garder et appliquer dans votre pratique quotidienne? C'est une réponse libre. Mhm. Devant œdème, pensez à la OH. Être transversal, bravo, faire le diagnostic difficile. Gardez toujours en tête, c'est vrai que le plus fréquent, le plus urgent, mais parfois il y a des maladies qu'il faut garder à l'esprit. Alors, celui qui a écrit pas toujours, peut-être nous dire pas toujours quoi. De toute façon, on est en famille, hein, donc vous pouvez partager sur le chat. Si vous voulez ajouter d'autres choses sur le chat, c'est encore bien. Œdème sens urticaire aussi, l'anamnèse est importante, le C1, gardez en tête, c'est un familiaux, c'est important. Et puis la chronologie qui est une question importante. Professeur, s'il vous plaît, pourquoi au début, ils ont demandé l'intervalle avec la consultation? Très bien, je vais vous répondre tout à l'heure. C'est l'heure de gloire. Shaima, Doppler et les félicitations. Bravo. Alors peut-être la question, peut-être la demander à celui qui a posé la question déjà au départ. Et puis par la suite, je vais vous répondre. Oui? Pourquoi le délai? En C'est une fait, question très importante. Soumeya, c'est elle qui a posé la La question. question. Oui. Soumeya. Mhm. Somaya, tu veux bien nous répondre pourquoi l'intervalle est important? En vrai, j'ai dit l'intervalle parce que je voulais identifier le type de pathologie. Est-ce que je me rends sur une chose accidentelle, un corps étranger, ou bien sur quelque chose d'allergique ou... C'est surtout pour l'anaphylaxie et puis aussi pour le syndrome de pénétration parce que c'est important. S'il a eu un corps étranger, éventuellement, ça, il va pas attendre, par exemple, 6 heures avant de déclencher la symptomatologie. La même chose. Sauf si, éventuellement, s'il y avait syndrome de pénétration, ça s'est enclavé, mais ça donnerait plutôt un wheezing unilatéral. Et voilà. Mais sinon, non. Par contre, l'anaphylaxie, en général, c'est entre les 30 minutes jusqu'à 6 heures. Et en général, avec un maximum de symptômes avant les 2 heures. Donc, le même délai entre l'anaphylaxie et l'angine. L'angioedème, Oui, ils ont non. le même. L'angioedème, il peut être un peu plus tardif. Il peut être un peu plus tardif. Donc, Important de... Oui, Ali. le principal diagnostic différentiel devant l'angio-œdème, c'est l'anaphylaxie. C'est pourquoi on doit chercher les urticaires et notion d'allergie médicamenteuse et tout ça. Éventuellement, les antécédents atopiques, mais aussi les antécédents familiaux, le fait qu'il ait fait ces œdèmes qui régressent spontanément. En général, quand c'est anaphylaxique, c'est rare que ça régresse spontanément quand il y a un angioedème. Je parle d'angioedème. En général, c'est une grande urgence, le l'angioedème anaphylactique, et il faut avoir sa propre trousse pour éventuellement, là, le traitement, c'est l'adrénaline. C'est pas la même chose. Le fait qu'il régresse spontanément, le fait que j'ai dit que c'est pendant qu'il y a le stress et qu'il avait eu des soins dentaires, c'est vrai, les deux réflexes que je dois avoir, en fait trois. Parce qu'il a fait des soins dentaires, aurait-il eu un corps étranger pendant les soins?
Est-ce que quelque chose est passé ou inhalé? Mais la symptomatologie devrait être directement liée aux soins dentaires. Ou bien je vais me demander, est-ce qu'il n'a pas une anaphylaxie secondaire à un traitement qu'il a reçu? Ou quand vous avez vraiment très bien pensé à ça, c'est plutôt aux anesthésiques. Et puis le fait que j'ai dit que c'est la première fois qu'il utilise un anesthésique, normalement on devrait faire enlever cette hypothèse diagnostique. Et le troisième, c'est le fait qu'il y ait un stress émotionnel qu'il ait subi à travers ça. Oui. Merci pour la question. Là, Euh, ce que je veux dire aussi, c'est important, c'est que cet angioedème héréditaire peut se manifester par des douleurs abdominales intermittentes. C'est pas obligatoire que ça soit une symptomatologie flagrante avec l'angioedème du visage et le stridor. Parfois, c'est un enfant qui va dire qu'il a des douleurs abdominales intermittentes et souvent on va dire que c'est fonctionnel ou bien c'est juste l'enfant qui veut faire l'intéressant. Vous savez, c'est ce qui rend la pédiatrie un petit peu plus délicate et difficile, mais elle ne l'est pas quand on va écarter les grandes urgences, qu'on va enlever ce qui est important et qui est organique, et par la suite, vraiment, il n'y a pas de psychogène chez l'enfant. Il ne faut pas réfléchir psychogène chez l'enfant. Si chez l'adulte, il ne faut pas y penser une fois, alors chez l'enfant, c'est une dizaine ou une centaine de fois. Voilà. Une Professeur, question. En cas d'œdème anaphylactique, on administre combien d'adrénaline et par quelle voie? شكون اللي حضر معنا la dernière fois يقول لنا؟ 0,01 mg kilo. Très bien, et quelle voix? IV, Euh, Euh, IM, IM. voilà. Et c'est injection perpendiculaire, éventuellement sur la cuisse ou sur la main. Éventuellement, oui. Et sec, l'adrénaline sec, pas diluée. Pas du Non, pas diluée en général. Il faut éviter la diluée. professeur, on évite la voie IV pour éviter le spasme, pour éviter choc hypertensif. Ou surtout la tachycardie, parce qu'il est tachycardisant. Et ça sert pas à grand-chose. Non, il faut pas utiliser. Par contre, ce qu'on peut Professeur, s'il vous faire, plaît, pour c'est le, le train d'Eilenbourg, parce que c'est circulatoire, faire le train d'Eilenbourg, prendre une voie veineuse, du sérum salé éventuellement en remplissage, et l'adrénaline, elle est toujours en lien. Elle a plus de biodisponibilité que. C'est comme ça. C'est un des crises, la biodisponibilité est plus importante en intramusculaire. professeur, Oui, devant, devant, devant ce cas, on ne doit pas penser à corps étranger parce que le corps étranger ne va pas donner un œdème de visage. C'est plutôt local. très bien. Ça, c'est une autre réponse par rapport à ça. Oui, tu as raison, totalement raison. Mais aussi, c'est comme c'est une grande urgence chez l'enfant, et il faut toujours y penser, ça, on ne perd rien à poser la question. Mm. C'est une très bonne réflexion. Bah, si vous pouvez toujours, on va garder si vous êtes au groupe WhatsApp, on garde quand même un quart d'heure le chat ouvert pour poser des questions. On va répondre soit sur WhatsApp ou au travers du Zoom prochain. Je tiens à encore une fois remercier Dr Zineb Draoui et Dr Omar Derbouti pour, pour ce bel épisode. Je vous remercie tous pour votre participation et je suis toujours ravie de vous retrouver. Dr Omar, Dr Zineb, vous voulez dire quelque chose? Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, professeur. Vraiment, c'est un Merci, cas. professeur. Merci à vous. Merci beaucoup, professeur. Vraiment, c'est un cas très intéressant, même si pour les résidents, c'est même pas, c'est vraiment, c'est très rare. Et Mm. c'est un cas, c'est qu'on n'a jamais vu, nous, comme résidents. Vraiment, c'est très rare et c'est très intéressant. Et c'était bien ficelé. On a beaucoup aimé l'épisode. C'était magnifique, professeur. Merci beaucoup pour Merci à vous. l'opportunité que vous nous offrez. Merci. Merci à vous. Merci, professeur. C'était hyper intéressant. Et c'est parmi les questions hyper sortables, l'USMLE, pour les gens qui préparent. Ah! Moi, je savais pas. Très bien. Merci. Donc, ben, je vous dis au revoir avec grand plaisir et à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Apprenez toujours avec beaucoup d'amour, de passion et de bienveillance vis-à-vis de vous-même et des patients aussi. À très bientôt. Au mois prochain. Au revoir.